Avec d'abord, pour commencer, Natacha, le spectacle que nous offre Donald Trump, le président américain. Ah ouais, un spectacle permanent. C'est pas Bertrand Cantat. Oui, c'est vrai qu'on n'est jamais déçu avec Donald Trump. Hein. Les Échos, titre Iran-Corée, Trump veut une diplomatie de choc. Ça s'appelle un oxymore, diplomatie de choc, parce que normalement, la diplomatie, ça n'est pas fait de choc. C'est plutôt fait pour calmer le jeu. Là, visiblement, on comprend que ce ne sera pas le cas. Alors, évidemment, la presse donc revient sur le limogeage sur Twitter de Rex Tillerson. Et donc, le fait que, en fait, Donald Trump a besoin d'un ministre à ses ordres pour préparer la rencontre avec Kim Jong-un. C'est comme en France, alors. Oui, à peu près. Ils ne sont pas encore virés sur Twitter, quand même. Ils ne sont pas encore virés sur Twitter et surtout, les enjeux qui sont derrière ne sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire que la rencontre avec Kim Jong-un avait pris à contre-pied les opposants de Donald Trump. Et ce qui signifie qu'en fait, il passe son temps à souffler le chaud et le froid. Alors, dans l'Union, Hervé Chabot écrit « Jamais l'Amérique n'a connu une telle légèreté, ni ce folklore des épithètes dans la façon d'expliquer la politique choisie. Le républicain Lorrain, sur le même ordre d'idées, se dépêtrait le républicain Lorrain nous explique donc qu'il va falloir maintenant qu'il se dépêtre aussi des accusations gênantes d'une actrice de film X. Ouais. Une télé-réalité à suspense que celle-ci. Pas moyen de prévoir avec certitude qui sera fired à la fin de la saison. Ça, c'est une allusion au show télévisé de Donald Trump. C'est toujours par You're fired. Bon, si on rentre vraiment dans le fond du sujet, il faut aller lire Libération qui explique que de toute façon, depuis l'an dernier, 60% des hauts diplomates de carrière ont démissionné, ce qui devient absolument effarant. Et surtout le fait que ce qui explique le limogeage de Rex Tillerson, c'est le fait qu'il n'était pas d'accord avec Donald Trump sur la remise en cause de l'accord iranien. C'est-à-dire que Rex Tillerson était en fait quelqu'un de beaucoup plus raisonnable, de beaucoup plus apaisé. Et donc, c'est un rapport de force qui se joue derrière Donald Trump, puisque Donald Trump a, de ce point de vue-là, changé totalement de braquet. Donc, déjà, Rex Tillerson, nous dit Libération, était déchargé de plusieurs dossiers par Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, qui allait rencontrer en douce Benjamin Netanyahou, le prince Ben Salman d'Arabie Saoudite. Bref, de toute façon, il n'avait pas les pouvoirs. Alors, dans le journal de la Haute-Marne, Patrice Chabanet écrit: le durcissement de la politique économique que l'on sent venir au grand galop ne concerne pas seulement l'Iran et le commerce international, il touche la planète entière. Pour une simple raison, les nationalismes ne sont pas compatibles entre eux. Alors simplement, c'est pas seulement une question de nationalisme, c'est une question, encore une fois, de rapport de force au Pentagone. Et dans La Croix, Jean-Christophe Ploquin est un peu sur la même ligne que Patrice Chabanet. Dans cette situation, le monde a besoin de stabilisateurs robustes. L'Union européenne en est un, principalement dans les domaines économiques. C'est déjà assez audacieux. Il faut qu'elle le devienne aussi dans les domaines politiques et stratégiques. Et là, on est dans la politique fiction. Parce que, en fait, si on lit bien Libération, on a l'article sur Rex Tillerson et on a à côté aussi l'annonce de la nomination de Gina Haspel qui va donc remplacer Pompeo à la tête de la CIA. Alors elle est très très bien. Elle est ancienne responsable des opérations clandestines de la CIA, donc la torture, les choses comme ça. Enfin, c'est ce qui se fait de plus sympathique dans cette agence. Et on comprend à la lecture de tout cela que cette valse des conseillers de Donald Trump, c'est pas seulement la marque de son instabilité, c'est surtout une grosse opération de reprise en main par les faucons. Ouais. Alors que Trump, dans sa campagne, prônait une forme d'isolationnisme. Là, c'est terminé. Ce sont vraiment les va-t-en-guerre qui sont au pouvoir. Allez, on revient en France avec un dossier immédiat et chaud bouillant pour le président et pour le gouvernement. Dossier qui sera évoqué dès ce matin au Conseil des ministres. On ira à l'Élysée dans quelques minutes. C'est la SNCF. Et oui, et la SNCF, alors si vous voulez le portrait de tous ceux qui vont négocier, vous allez lire Le Monde. Oui. Ils y sont tous, les acteurs de la réforme. Sauf qu'en fait, on comprend que, en gros, le vrai patron, c'est Alexis Collère. C'est lui qui va gérer ça, secrétaire général de l'Élysée, dont Le Monde nous explique qu'il est sorti de l'ENA en 2000 et qu'il arrive à ce moment-là au Trésor pour s'occuper de la tutelle de la SNCF et de Réseau Ferré de France. Et donc il connaît par cœur, quoi. Bien sûr, il connaît par cœur. Ensuite, il a traité ça à nouveau, puis au cabinet de Pierre Moscovici. Bref, et surtout, il est très représentatif du mode de fonctionnement macronien, c'est-à-dire le pouvoir, à l'administration, puisqu'en fait, il fait le lien. Il est l'image de l'administration au sein du pouvoir politique. Ouais. Et Libération titre SNCF, la colère à fond de train. Alors avec une intéressante comparaison. La colère, il l'écrit comment? Et justement, il va y avoir le colère et ça va créer peut-être de la colère. Alors une comparaison intéressante avec la Deutsche Bahn. Et en fait, on s'aperçoit que la SNCF est plus productive avec un plus fort chiffre d'affaires par salarié. Mais en France, on a
plus de réseaux TGV, de réseaux à grande vitesse, donc c'est plus coûteux, alors que le réseau allemand, lui, est plus dense et plus fréquenté. On a évidemment moins de subventions et moins de dettes en Allemagne, mais le prix des billets est beaucoup moins cher en France. Bref, la différence, elle se joue sur quoi? Sur la géographie, tout simplement. Et c'est ça le problème, c'est que la géographie et l'urbanisation en Allemagne et en France n'ont rien à voir. Donc on ne peut pas calquer, on ne peut pas s'imaginer qu'il faudrait exactement la même répartition. En Allemagne, il y a plus de grandes villes, il y a plus de concentration, beaucoup moins de zones désertifiées. Bref, si on ne tient pas compte de l'histoire et de la géographie des pays pour penser ce genre d'entreprise, on se plante. L'argent des contribuables qui s'évapore, c'est un sujet classique. Et bien la question se pose également avec les Jeux Olympiques. Oui, ça va se poser, c'est en une du Parisien. JO 2024, l'État tire la sonnette d'alarme. En fait, vous vous souvenez évidemment de la communication, Anne Hidalgo en larmes, en train de recevoir la confirmation. Heureuse d'avoir battu tous les autres candidats, alors qu'il n'y avait plus Paris. Mais bon, au départ. Et qu'elle était pas d'accord au Exactement. départ. Alors en fait, il y a un rapport de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale de la jeunesse et des sports et du Conseil général de l'environnement qui commence à expliquer qu'il va falloir faire un petit peu attention. Il y a un risque de surcoût, d'abandon de promesses. En fait, vous vous souvenez, on nous avait expliqué que ça allait permettre le développement de la Seine-Saint-Denis, qu'on allait créer des emplois, des logements. Surtout, il y a un enjeu de prestige de la part des collectivités territoriales. Par exemple, le village des médias qui était prévu, donc près du Bourget, qui devait créer un nouveau quartier. Ça risque fort d'être abandonné ou en tout cas d'être restreint parce que c'était pas demandé par le CIO, ça risque de coûter très cher. Sauf que dans le Parisien, il y a le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, qui est pas content du tout, qui dit: je n'accepterai pas que la Seine-Saint-Denis ait servi d'alibi pendant la phase de candidature. Non, c'est vrai que personne ne pensait que ça puisse être le cas. Les mauvaises En plus, les malheureux, ils pourront même pas prendre la voiture pour venir voir les épreuves qui ont lieu à Paris, puisque évidemment avec les voitures d'âge. Ça bouchonne trop. L'article du jour, Natacha, si vous n'en avez qu'un seul à retenir. Il va vous plaire, il est dans l'Express. Bistouri et Botox pour garder son boulot. Je vous remercie. Et oui, je pense qu'il y a un petit peu de... On va y penser. Bon, bref, avant, on allait voir son chirurgien esthétique pour séduire, pour garder un potentiel de séduction. Eh bien, apparemment, maintenant, c'est pour rester dans la course sur le plan professionnel. C'est-à-dire que la conception qu'on a de la performance, de la concurrence, fait qu'aujourd'hui, vous avez des cadres supérieurs, des dirigeants de société qui veulent, alors d'après les chirurgiens esthétiques, que leur visage renvoie l'image de la vigueur, de la puissance, de la fraîcheur, pas celle d'un has-been à l'air fatigué. Et en gros, il faut avoir la tête de l'emploi. Il y a un chirurgien qui explique: je me suis occupé d'un agent immobilier avec une bouche charnue qui se plaignait d'avoir l'air trop romantique, ce qui ne le rendait pas crédible. C'est mignon. C'est magnifique. Bref, l'article est profondément angoissant puisqu'on y parle développement du marketing de soi, c'est-à-dire que nous sommes tous en concurrence avec tous les autres. Et nous sommes des produits. Nous sommes des produits et nous allons vendre notre produit. Refermez ça et je sais pas, allez respirer. C'est pas les conseils que vous donnez à vos clients, Stéphane Attal, quand même. Le Botox, pas du tout. Ah, bon, d'accord.